Quand on est petit, les premiers droits dont on prend certainement conscience assez rapidement sont les droits fondamentaux, dits aussi les droits de l'homme ou maintenant les droits humains. Et à ce moment-là, au moment où on en prend conscience, on les invoque à tirer l'arigot pour faire tout et n'importe quoi. Et on apprend vite, en grandissant, qu'en fait ces droits ne sont pas sans limite. Alors certes, il y a des droits qui ne peuvent pas être limités, comme le droit à la vie par exemple, le droit à ne pas être torturé. Ça, ce sont des droits pour lesquels on ne peut jamais déroger. Vous avez toujours droit à ça. Par contre, il y a des droits qu'on appelle relatifs. Et pour ces droits-là, il peut y avoir des limitations. Il s'agit par exemple du droit à la liberté d'expression, du droit à la religion. Et le but de cette vidéo, c'est essayer de vous donner une boîte à outils qui vous permettra de déterminer si une limitation à ces droits relatifs est légale ou ne l'est pas. Putain de merde quoi, c'est quand même extraordinaire. Alors la première chose à faire quand on constate qu'il y a une limitation à un droit ou à une liberté, c'est d'essayer de voir, de déterminer quel est ce droit ou quelle est cette liberté qui est justement restreinte. Alors ça peut être plusieurs droits, ça peut être un à la fois comme ça peut être plusieurs, ça peut être le droit à la liberté d'expression, le droit à la religion, il y a plusieurs droits qui peuvent être directement touchés. Il faut pouvoir les identifier d'abord et puis ensuite les trouver dans une source juridique puisqu'il faut pouvoir invoquer des sources juridiques. Alors il y a énormément de sources juridiques qui consacrent des droits et des libertés. Les quatre principales, d'abord, c'est 1. La Constitution, 2. La Cour européenne des droits, enfin, la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles additionnels, 3. Le Pacte de New York sur les droits civils et politiques, et 4. Le Pacte de New York sur les droits économiques, sociaux et culturels. Une fois qu'on a identifié ces droits, il faut ensuite déterminer s'ils ont un effet direct. Et pour ça, il faut regarder en fait le libellé de l'article. Est-ce que la disposition est assez claire, est assez univoque et complète pour octroyer un droit subjectif, c'est-à-dire un droit qui permet aux citoyens d'aller devant les cours et tribunaux et de dire « j'ai droit à ceci ». Alors, les droits de première génération, comme les droits à la liberté d'expression, le droit à la liberté de religion, etc., ce sont des droits qui sont mobilisables devant les cours et tribunaux. Ils donnent un droit subjectif, le droit à ce que l'État n'intervienne pas dans les relations, dans la manière avec laquelle les individus conçoivent ce type de droit. Et donc, ça donne un effet direct. En revanche, il y a d'autres droits qui n'ont pas d'effet direct. Par exemple, si vous prenez le cas des droits dits de seconde génération, comme le droit au logement. Vous regardez l'article 23 de la Constitution et vous verrez que chaque Belge a droit à une vie décente. Et pour ce faire, chaque Belge a aussi droit à un logement décent. Mais si vous regardez bien cet article, vous verrez qu'en fait, la loi, le décret, l'ordonnance est censée mettre en œuvre ce type de droit. Donc, aucun citoyen peut aller en justice en disant « Écoutez, je suis sans abri, j'ai pas de toit au loger, j'aimerais bien avoir un abri ». Non, il faut en fait avoir un droit. Il faut qu'une loi, un décret ou une ordonnance permette aux citoyens de pouvoir dire « J'ai vraiment droit à un logement à tel endroit qui réunit telles conditions, etc., etc. » Et donc là, on aura un droit subjectif. Ces droits de seconde génération sont des droits dits progressifs. L'État est censé aller de plus en plus loin dans la consécration de ces droits. Donc ça ne veut pas dire que ces droits, ils ne servent à rien. Ça veut simplement dire qu'ils ne trouvent une existence qu'à partir du moment où ils sont mis en œuvre, et puis il y a aussi l'obligation de stand-still. Y a pas de secret quoi. Une fois ce repérage accompli, on peut en fait arriver au cœur de la question, qui est de savoir si une limitation, une ingérence est légale ou non. Et pour ça, il faut regarder deux types de légalité. La légalité externe et la légalité interne. La légalité externe, c'est celle qui a trait en fait à la compétence de l'auteur. Est-ce que l'autorité plutôt qui a pris la décision, qui a pris l'acte, était compétent? Par exemple, est-ce que l'autorité fédérale est compétente pour décider que tous les cours devront être donnés à l'université de manière virtuelle au-delà du confinement? Non, parce que l'autorité fédérale n'est pas compétente, ce sont les communautés. Il y a donc la question de la répartition des compétences, mais aussi la question de la compétence en tant que telle. Est-ce que c'est le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif? Ça a trait à la légalité externe. Y a pas de secret quoi. Ensuite, il y a la légalité dite interne, et elle s'apprécie au regard des normes hiérarchiquement supérieures. Pour ce faire, il y a surtout trois conditions qu'on doit repérer. La première, c'est de savoir si une norme légale législative consacre ces limitations. Ensuite, est-ce qu'elle poursuit un objectif légitime? Et enfin, est-ce que cette limitation est proportionnelle par rapport au but qui est poursuivi? Cette condition de légalité, elle implique que la restriction elle soit prévue par une loi, c'est-à-dire en fait par une disposition législative qui a été prise par un organe démocratiquement élu. Ça implique que le pouvoir exécutif ne peut pas restreindre les droits et libertés. S'il le fait, il ne peut le faire qu'en se basant sur ce type d'acte
législatif. Et encore, l'acte législatif doit, s'il donne l'opportunité au pouvoir exécutif de restreindre un droit et liberté, cet acte législatif doit déléguer, mais en restreignant, en montrant les éléments essentiels qui pourront donner lieu à la restriction aux droits et libertés. On entend aussi par loi, en fait, tous les décrets et ordonnances, c'est-à-dire que les entités fédérées comme les régions et les communautés sont aussi habilitées pour restreindre les droits et les libertés. La seconde condition à respecter, c'est que les restrictions doivent poursuivre un objectif légitime. Souvent, ces objectifs ils sont en fait directement cités dans les articles, notamment de la CEDH. Par exemple, vous prenez le cas de la liberté d'expression, vous allez voir qu'on peut restreindre les droits et libertés si on poursuit un objectif légitime, comme le fait qu'on veuille protéger l'intégrité territoriale, la sûreté publique ou la sécurité. Donc ça, ce sont des motifs légitimes, qui doivent être aussi nécessaires dans une société démocratique. Et enfin, les motifs invoqués doivent être, bien sûr, pertinents au regard de cet objectif, et à la fois suffisants. Enfin, la troisième condition, c'est celle de proportionnalité. Il faut que les moyens mis en œuvre soient proportionnels au but poursuivi. Il faut en fait que la mesure qui est prise, elle soit la moins attentatoire aux droits et libertés. S'il est possible, par exemple, de restreindre un droit ou une liberté de manière à ce qu'on arrive au but poursuivi, mais de manière moins restrictive pour les droits et libertés, c'est cette option-là qu'il faut choisir et pas celle qui est plus attentatoire. Par exemple, si un État veut avoir plus de sécurité dans ses rues, elle ne peut pas décider comme ça, du jour au lendemain de mettre une puce dans le bras de chaque individu et le suivre pour garantir la sécurité, ce ne serait pas proportionnel. Bien sûr, vous avez compris que tout le nœud du problème, c'est qu'il n'y a pas une solution noire ou blanc. Tout ça est sujet à l'interprétation. Et en fait, c'est d'autant plus le cas que la Cour reconnaît une large marge d'appréciation aux États dans certaines matières. Dans certaines matières au niveau 1 de l'objectif à poursuivre, par exemple au niveau de la morale à protéger. Parfois, on peut reconnaître que l'État peut restreindre un droit ou une liberté pour protéger une certaine valeur morale. Une valeur morale n'est pas la même pour les individus et encore moins pour des États. Donc elle peut différer. C'est au stade des objectifs, mais c'est aussi au stade des moyens mis en œuvre. Il faut en tout cas permettre à l'État de leur laisser en quelque sorte le doute. C'est-à-dire que c'est lui qui est le plus à même pour prendre des décisions, puisqu'il connaît mieux le terreau politique, juridique dans lequel il opère. Et donc on lui laisse, ce que la Cour appelle, une large marge d'appréciation. Cette large marge d'appréciation, elle n'est pas sans limite. Par exemple, il a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme que l'État violait sa large marge d'appréciation si elle gardait en détention préventive une personne pendant 14 jours sans contrôle judiciaire, et même si elle voulait protéger son État contre des actes terroristes. Donc, c'est éminemment aussi politique, toutes ces décisions qui sont prises. Ce qui est assez fou, c'est que, en fait, toutes ces conditions pour voir si une limitation est ou non conforme à la légalité, c'est qu'on ne les retrouve nulle part, dans aucun des textes. Elles ont été construites de manière prétorienne, c'est-à-dire par les cours et les tribunaux. Et en fait, elles répondent effectivement à une certaine logique. Un, de savoir est-ce qu'il y a un texte légal qui est une loi, c'est-à-dire par un organe démocratiquement élu. Ensuite, est-ce qu'on poursuit un objectif légitime? Et enfin, ces conditions de proportionnalité. Et donc, ce sont vraiment ces conditions-là qu'on va checker, à l'aune desquelles on va évaluer les restrictions pour voir si elles sont légales ou non.